Certaines catastrophes ne commencent pas par un fracas, mais par un frémissement, un bruit à peine perceptible, comme un souffle retenu trop longtemps. Tchernobyl, dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, commença ainsi, par une suite d'incompréhensions, de décisions prises trop vite et d'alertes que personne n'écouta vraiment. Il est un peu plus de 23 heures lorsque l'ingénieur Anatoly Dyatlov S installe dans la salle de commande du réacteur numéro 4. Devant lui, une douzaine de techniciens s'activent. Le test de sûreté prévu pour cette nuit-là doit permettre de vérifier que le réacteur peut continuer à alimenter ses pompes, même en cas de perte soudaine de électricité. Un test déjà reporté plusieurs fois. Un test que la direction veut absolument réaliser, quoi qu'il en coûte. Le réacteur tourne bas, bien plus bas que prévu. Trop bas. Les opérateurs hésitent, mais Dyatlov insiste. Il faut procéder. Dans la salle, les aiguilles se croisent, les alarmes bourdonnent brièvement avant d'être étouffées. On appuie sur des boutons, on ajuste des leviers, on corrige des valeurs. On se rassure, on continue. Minuit approche. Le graphite au cœur du réacteur joue son rôle trop bien, peut-être. Le niveau d'énergie s'effondre soudain. Les opérateurs tentent de compenser. Certains, jeunes, tremblent un peu. D'autres, plus expérimentés, serrent loin les dents sans rien dire. Le cœur se stabilise difficilement à un niveau anormal. Mais la décision est prise. Le test aura lieu. À 1h23 minutes et 4 secondes, les conditions sont réunies. L'ingénieur Leonid Toptounov, les yeux rivés sur le panneau de commande, annonce que tout est prêt. Akimov, le chef de car, hoche la tête. Il lance la séquence. Et c'est alors que quelque chose dans cette immense machine d'acier et d'uranium commence à sortir du contrôle humain. Le débit d'eau baisse, la pression monte, la vapeur envahit des conduits qui ne devraient jamais en contenir. Les opérateurs voient les indicateurs bondir, décroître, bondir encore. Les signaux se contredisent. Akimov demande d'activer l'arrêt d'urgence, lasque le bouton rouge qui doit sauver le réacteur en l'arrêtant instantanément. Il appuie, mais ce qu'ils ignorent tous, c'est que LM architecture même du réacteur RBMK comporte une faille mortelle. Les barres D arrêt contiennent du graphite à leur extrémité. En entrant dans le cœur, elles provoquent d'abord une augmentation de puissance. Pendant quelques secondes, le réacteur s'emballe. Un grondement sourd se fait entendre, profond, irréel. Les techniciens se regardent, incrédules. Les aiguilles grimpent hors échelle. Le bruit devient un rugissement. Et puis soudain, un premier souffle secoue la salle, comme si un géant avait frappé la centrale d'un coup de poing. Les murs tremblent, les lumières vacillent. Une dizaine de secondes plus tard, une explosion déchire la nuit. Le couvercle de 2000 tonnes du réacteur est projeté comme un jouet. Un panache de feu bleu s'élève dans le ciel, éclairant la centrale d'une lumière presque surnaturelle. Des fragments incandescents retombent autour du bâtiment. Le graphite brûle. Une pluie de métal chaud crisse sur les toitures. La terre semble vibrer. Les pompiers du poste de Pripyat sont réveillés par l'onde de choc. En 21 minutes, ils arrivent sur place, ignorant tout de la radioactivité mortelle qui s'échappe déjà du cœur à nu. Certains montent sur le toit du réacteur, pensant éteindre un simple incendie électrique. Ils marchent sur des blocs de graphite qui brillent comme des braises. Ils sentent des picotements dans la peau, un goût de métal dans la bouche, des nausées rapides. Mais ils continuent. Ils se battent contre quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. Dans la ville de Pripyat, à 3 km, les habitants sortent sur leurs balcons, attirés par la lumière étrange dans le ciel. Certains pensent à un feu d'artifice. D'autres à un accident sérieux, certes, mais sans gravité pour eux. Un vent chaud souffle dans les rues. Des poussières brillantes, presque belles, tombent lentement comme de la neige. Personne ne sait encore. À la centrale, Akimov et Toptounov, blessés, intoxiqués, restent à leur poste. Ils cherchent à comprendre. Ils veulent croire que le cœur est intact. Ils discutent, se contredisent, revérifient un peu les panneaux. Akimov répète que le réacteur est encore là. Toptounov murmure qu'il ne sent plus ses doigts. Autour d'eux, les murs sont fissurés, l'air est brûlant, les alarmes hurlent toujours. Pendant que l'incendie continue de dévorer le toit, des ingénieurs se rassemblent dans un bureau voisin pour évaluer la situation. Certains osent prononcer ce que d'autres refusent d'entendre. Le réacteur a explosé. C'est impossible, rétorque-t-on. Techniquement impossible. Et pourtant les faits sont là. L'inimaginable est devenu réel.
À l'aube, la ville de Pripyat se réveille sous un ciel clair. Les bus commencent à arriver, alignés en colonnes silencieuses. Les autorités ordonnent l'évacuation. Les haut-parleurs annoncent calmement qu'il ne s'agit que de quelques jours, une mesure de précaution. Les habitants obéissent, rassemblent quelques affaires, ferment leurs portes à clé, comme si tout allait redevenir normal, mais derrière eux, la centrale brûle toujours. Des hélicoptères se succèdent au-dessus du réacteur pour larguer du sable, du plomb, du bore. Les équipes se relaient, parfois pour quelques minutes seulement, avant de tomber malades ou épuisés. Des soldats, des mineurs, des ouvriers venus de toute l'Union soviétique interviennent, souvent sans comprendre pleinement les risques qu'ils encourent. Ils deviennent ce que l'histoire appellera plus tard les liquidateurs, les hommes qui ont empêché la catastrophe de devenir pire encore. Les jours passent, puis les semaines. On scelle le réacteur dans un sarcophage de béton. On mesure, on observe, on cache aussi. Tchernobyl devient une zone interdite, un territoire figé dans le temps, les vêtements abandonnés, les jouets d'enfants, les salles de classe, les hôpitaux, tout reste en place comme un souvenir suspendu d'un monde arrêté en pleine course. Plus tard, on comprendra l'étendue des dégâts. Le panache radioactif a traversé l'Europe. Les champs, les forêts, les fleuves en portent encore la trace. Des milliers de personnes ont été exposées. Beaucoup ne rentreront jamais chez eux. Et pourtant, malgré l'horreur, malgré la douleur, il subsiste dans cette histoire un élan humain presque inattendu. Celui de toutes les personnes qui, cette nuit-là et dans les mois qui suivirent, ont affronté l'invisible pour protéger les autres. Pompiers, ingénieurs, soldats, volontaires. Ils ont laissé derrière eux un héritage de courage silencieux, souvent méconnu, mais essentiel. Tchernobyl n'est pas seulement une catastrophe industrielle. C'est un rappel de ce que l'erreur humaine peut provoquer, mais aussi de ce que la solidarité peut tenter de réparer. Une tragédie qui continue de résonner, non pas comme un cri, mais comme une leçon à jamais gravée dans la mémoire du monde. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains récits. Prenez soin de vous et à très bientôt.